Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors, pour la suite de notre passionnante série d'échanges avec Corinne Biro, tu sais, cette coach qu'on a rencontrée, qui a su marier avec brio la communication et le coaching. Si tu as manqué d'ailleurs les épisodes précédents, je t'invite vivement à les écouter. On a déjà exploré son parcours inspirant à Corinne. On a parcouru ses premiers pas dans le monde du coaching. On a découvert également comment elle a réussi à naviguer dans cet univers avec à la fois créativité et intuition. On a également abordé l'importance de la communication justement en coaching, un thème qui a pas mal résonné auprès des auditeurs. Et donc, merci à tous ceux qui ont fait des retours sur cet épisode. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, coaching et communication, les techniques clés de Corinne pour un impact maximal, on va plonger un peu plus profondément dans les stratégies concrètes et les techniques que Corinne utilise pour transformer la vie de ses coachés. Elle nous parle de la gestion de son temps, sa manière de faire du marketing. Elle nous parle aussi de comment elle a réussi à définir son offre. Bref, plein de pépites à nouveau aujourd'hui. Donc prépare-toi pour découvrir des outils qui sont puissants, des conseils très pratico-pratiques qui pourraient bien changer ta manière de voir le coaching et la communication. Moi, je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Quelles sont les ressources plutôt, alors quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être des livres, des mentors, des formations, enfin, quelle que soit la ressource, qui à tes yeux, elles ont été vraiment cruciales pour développer tes compétences de coach. Ouais, il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps, c'est 3 kiffs par jour. Tout le monde le Mhm. connaît, ce livre-là, mais en fait, je le trouve très, très utile. Je le trouve très, très utile pour voir le côté positif, en fait, et puis chaque jour qui passe, c'est une avancée vers, et je pense que ça fait beaucoup de bien. Donc c'est vrai que souvent, je donne ça à mes coachés aussi. Ouais, c'est un petit peu comme un... Tu pourrais réciter un mantra tous les jours, mais si ça fait partie des choses que toi-même tu fais et que tu célèbres chaque chose que tu fais positivement à chaque fin de journée, ben ça fait remonter l'estime de soi et puis c'est super bénéfique. Donc c'est tout simple, mais ça fonctionne très bien. Après, j'ai des petites cartes que j'utilise aussi beaucoup. C'est des cartes des principes Toltec, vivre les principes Mhm. Toltec au quotidien. Et donc souvent, je fais piocher une petite carte comme ça à mon coaché, et puis on part vers autre chose, et en faisant le lien avec la thématique, on est vraiment emmené ailleurs. Et je trouve que ça donne une espèce de profondeur. Moi, j'aime bien les petits jeux comme ça, de toute façon. Les jeux de cartes, tout ça, j'adore. Ok, Donc ça, super. c'est après en ressources. euh, c'est vrai que David Laroche, je l'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup suivi ce qu'il faisait. Alors lui, il fait aussi des podcasts beaucoup. Il interviewe énormément de Mhm. personnes, donc Mhm. il fait beaucoup de modélisation et je trouve ça chouette. Donc ça, j'aime beaucoup son approche. C'est quelqu'un qui se forme beaucoup. Moi, voilà, je suis respectueuse de son parcours. Et après, il a une façon de faire qui, enfin voilà, que je trouve quand même, faut la saluer. Je trouve ça chouette. C'est chouette. Et puis, des outils que j'utilise beaucoup. Donc, moi, en fait, je suis mentor dans une association depuis plusieurs années. En fait, je suis mentor bénévole dans une association où, en fait, j'accompagne les personnes en réinsertion professionnelle, en transition de vie, etc. Et on s'inspire de la trousse mentorale. Au Québec, ils font beaucoup de mentorat, c'est très, très connu. Donc, dans cette trousse mentorale, on s'inspire énormément parce qu'on fait les formations pour les mentors aussi. Moi, je fais partie du Mhm. membre du bureau. On est 4 personnes et on fait le matching entre les mentors, les mentorés. On fait les formations des mentors.
On fait pas mal de petites choses comme ça. Et on va piocher dans cette trousse mentorale des outils qui, moi, me servent aussi pour le coaching. Notamment, par exemple, il y a des outils pour aider à fixer les objectifs en début de séance. Et c'est quasiment la même chose pour les mentorés ou les coachés. Voilà, c'est vraiment fixer les objectifs et vraiment être sûr que ce soit bien cadré pour partir vraiment sur des rails solides et avancer. Euh, on a aussi des outils sur le feedback. Moi, je trouve ça hyper important, le feedback. Euh, dans tout le temps, de toute façon, c'est important. Mais c'est vrai que dans une séance avec, donc que ce soit avec un mentoré ou un coaché, c'est bien de savoir en fait où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut. Euh, je suis un petit peu là-dedans. Je pense que je suis beaucoup dans l'optimisation des process. Donc je trouve ça un bon outil. Euh, voilà ce que je pourrais te dire par rapport aux outils de la trousse mentorale. Il y en a plein d'autres, hein. Chaque mois, on fait une présentation d'un outil différent. Donc il y en a vraiment beaucoup. D'accord. Bah, merci pour ces partages. Pareil, hein, je mettrai de toute façon les sources ou les liens vers les outils que tu as donnés. Tu en as partagé plusieurs, les deux ouvrages, non. Un ouvrage et puis les cartes, j'imagine, parce que par rapport au nom des cartes, je ne connais pas le jeu de cartes dont tu parles, mais j'imagine que c'est en lien avec le livre Les accords Toltec de Complètement. Louis, comment il s'appelait? Miguel Ruiz. Ouais, Nickel, Miguel. ouais. Ouais. J'imagine que c'est en lien avec ça. Donc, je Complètement. mettrai, je mettrai les liens vers tout ça dans l'épisode. Merci pour ces ressources riches, certaines que je découvre, donc que je vais aller creuser un petit peu aussi de mon côté. C'est génial. Et, euh, Je te et ouais, partagerai les merci liens pour avec ces plaisir. partages. Ouais. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, on va rentrer dans une partie un peu plus axée sur l'entrepreneur coach. Sur cette partie-là. Mes questions vont être plus orientées là-dessus, en lien avec Mhm. la communication, avec le produit, l'offre, et puis les outils que tu utilises. Et la première question, ce serait de savoir un peu euh, quels sont pour toi les pièges que les, les nouveaux coachs ou les futurs coachs devraient absolument éviter. Hmm. Je dirais ça fait partie d'un de mes travers, mais je le dis, je le dis quand même. C'est peut-être la spontanéité, aller trop vite. C'est peut-être pas bien avoir connaissance du marché et puis se jeter comme ça à l'eau sans savoir un petit peu de quoi le marché est fait, comment est-ce qu'on peut développer son activité et par quoi il faut passer. Je- pour ma part, en fait, quand j'étais à l'école, j'ai été un peu comme dans un bain, tu vois, je vais parler beaucoup en images, mais un peu dans un bain avec des bulles. Et en fait, t'es un peu effervescent comme ça, t'es stimulé, t'es super bien. Et puis, ben, en fait, quand la formation elle se termine, tu sors du bain et là, tu te retrouves un peu, voilà. Donc, pas prendre de décision hâtivement, peut-être. Ce serait peut-être un piège à éviter, en fait. Ouais, c'est ce qui me vient. Ok, merci. Quand tu dis pas prendre de décision hâtivement, c'est vraiment en lien avec ce côté euh, un peu ce que tu disais tout à l'heure, prendre le temps de savoir qui je suis, avec qui j'ai envie de travailler, ce que j'ai envie de faire avant de tout de suite se lancer et essayer de courir après quelque chose. Ouais, tout C'était à dans ce fait, sens-là que exactement. tu le dis? Ouais, exactement, ouais. D'accord, ok. Pas Ok. tout plaquer, je quitte mon boulot, je quitte tout, je me lance, tu vois, ça c'est un petit peu, c'est un peu un piège. Je pense qu'il faut réussir avant que ça démarre, à garder un petit peu de... Ah, c'est pas un mot que j'utilise fréquemment, alors j'ai du mal à le sortir, tu vois, mais à y aller un peu doucement. Ok. Non, non, mais Voilà. j'ai bien compris. Bien poser les fondations pour que ça soit solide et que ça tienne dans le temps et pas se précipiter, quoi. Moi, je le dirais comme ça avec mes mots. Mais d'accord, très bien. Euh, cette précipitation, elle peut aussi t'épuiser. Le métier de coach, je trouve que c'est un métier qui est fatigant, mais comme beaucoup de métiers de l'humain, en fait. Dès que tu travailles avec l'humain, il se passe beaucoup de choses. Tout le côté cérébral que tu connais, que tu dois apprendre à faire des choses, des techniques, etc., quelle que soit ta manière d'accompagner ou d'être avec l'humain. Mais il y a également, bah, vu que c'est un humain et pas une machine, tu as tout ce côté émotionnel qui te fait vivre et qui fatigue beaucoup plus, finalement. Comment tu gères ton temps et ton énergie, en fait, justement, pour réussir euh, à rester la meilleure coach que tu es avec tes coachés. C'est-à-dire que entre ton premier coaché peut-être le matin et puis le dernier de la journée, il y en a peut-être eu deux, trois, des fois cinq, j'en sais rien. Euh, et d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous partager si tu estimes qu'il y a une limite dans le nombre de coachings par jour, par exemple,
Mais voilà, comment tu gères ton temps et ton énergie, c'est ça qui m'intéresse pour les jeunes coachs qui commencent. Je me souviens en formation d'une personne qui disait, ah, mais moi, j'ai prévu de travailler que 2 jours par semaine, j'aurais 10 coachés par jour. Et puis comme ça, le reste de la semaine, je ne travaillerai pas. Ouais. Et tout de suite, l'intervenant qu'on avait dans la formation lui a dit, si déjà tu as 10 coachés par semaine, tu verras que tu seras bien fatigué. Donc voilà, comment tu fais pour gérer le temps d'une part? Tu disais, tu es employé aussi, tu es salarié à mi-temps, donc ton temps et ton énergie pour réussir à être disponible et efficace avec tes coachés en fait en tant que coach. Ouais, c'est une très bonne question, ça. Alors, pour ma part, moi, je sais, je suis beaucoup plus efficace du matin. Je suis un peu comme le soleil, tu vois, il se lève, j'ai une bonne énergie, puis dès qu'il commence à redescendre un petit peu l'après-midi, soirée, moi, je suis beaucoup moins efficace. Je me trouve en tout cas moins efficace. Euh, Après, ça dépend aussi de mon état du jour, mais généralement, voilà, donc je préfère coacher le matin. Je suis plus du matin. Euh, Après, je dirais, pour gérer son temps, bon, déjà, c'est très important pour moi, je pense, de garder un équilibre entre vie pro, vie perso. Euh, Il n'y a pas de limite, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment fixe, stable. Voilà, la limite, bien sûr qu'elle est floue, mais elle ne doit pas trop l'être, parce que sinon, il faut garder du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Je pense que c'est fondamental. Euh, Même si je disais tout à l'heure qu'un coaching, ça, ça génère de l'énergie, ça en prend quand même beaucoup, en effet. Et enchaîner comme ça des coachings toute la journée, c'est vrai qu'effectivement, c'est fatigant. Et donc, je pense qu'il faut quand même garder des moments pour prendre soin de soi, pour respirer, pour faire un break, pour faire autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir. Quand on fait l'ancrage en PNL, on a besoin de faire un écran blanc, mais je pense qu'il faut aussi faire un écran blanc entre les séances qu'on fait et puis nous-mêmes et pour se retrouver. Et en fait, quand on se retrouve nous, bah, après, on est encore mieux en séance. Donc, je dirais que c'est vraiment important. Euh, Faut pas trop être tout le temps dispo non plus pour son coacher. J'avais tendance au début à être, si t'as un problème, une question, je suis disponible par WhatsApp, il n'y a pas de problème. Bon, après, je me suis rendu compte que le dimanche soir, j'avais pas trop envie de répondre à des WhatsApp, quoi. Donc, j'ai commencé à établir des limites, à me dire, OK, je serai dispo, mais jusqu'à telle heure, et puis en semaine, pas le week-end, quoi. Donc, voilà, c'est pas une question de vie ou de mort. Et puis, voilà, donc ça fait partie du cadre aussi qu'on peut poser en début d'accompagnement. Euh, et un truc que je me suis rendu compte que je faisais, je me suis dit ça, c'est pas bien, Corinne. J'utilisais des techniques de coaching sur mon entourage personnel, hors coaching. Ça, faut surtout pas faire. Je me suis rendu compte que je commençais à poser des questions alors que c'était pas du tout hors propos. C'était alors, et qu'est-ce que tu pourrais faire pour ça? Je dis, non, mais ça va pas, Corinne. Arrête ça tout de suite. Ça, c'est un peu déviance professionnelle. Je m'en suis rendu compte dès le début, en fait, où bah, je pense que quand tu baignes dans la formation, après, ben, je sais pas, malgré toi, en fait, tu as des questions comme ça qui te viennent, puis je sais pas, peut-être tu as envie de tester les choses, voir comment ça marche, mais non, mais là, ça va pas faire. Donc, moi, je dirais pour garder son énergie puis être efficace en tant que coach, je pense qu'il faut pas utiliser ces techniques comme ça quand tu es hors contexte de coaching, quoi. Voilà, c'est la petite joke. J'adore. Alors, j'adore et en même temps, tu le dis très bien, c'est pour garder et économiser ton énergie. Parce que j'ai aussi ce côté où j'ai l'impression, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, parce que finalement, quand tu te formes et que tu commences à pratiquer, et plus tu avances et plus tu pratiques, que ce soit en entraînement ou avec tes coachés ensuite, en fait, ça devient une partie intégrante de qui tu es. Et puis, cette posture de coach, tu la gardes même dans ta vie privée, avec ta famille, avec tes amis, etc. Moi, je me suis surpris avec ma fille. Enfin, et ce n'était pas intentionnel, en fait. Donc, ça ne me demandait pas de l'énergie dans ce moment-là. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce côté. Il y a le moment où tu coaches, à proprement parler, qui peut être assez énergivore. Mais il y a aussi qui tu deviens et ça a un impact sur nous parce que, moi, je l'interprète de cette manière-là, ça a un impact sur moi parce que cette posture de coach, elle commence à faire partie de qui je suis à force de le pratiquer, etc. Et au fur et à mesure des mois, j'ai vu une évolution dans mon comportement dans mon cercle familial ou avec des amis. J'ai souvent eu la place du, de l'écoute, enfin de celui qui écoute et qui conseille auprès de mes proches. Et en fait, cette posture, elle a un peu changé parce que plus ça allait et plus le conseil se retirait un petit peu, tu vois, Ah oui. de mes relations. Bien sûr que ça reste et que je coach pas mes amis et ma famille tout le temps.
Mais tout de même, j'ai l'impression que ça fait partie de moi de plus en plus et ça devient plus énergivore en fait. À ce moment-là, je suis plus en séance de coaching, je suis avec ma compagne, je suis avec mes amis, on discute, on échange, mais j'ai quand même une posture qui se rapproche de la posture que je peux avoir en coaching. Et donc, si je suis épuisé, peut-être que je le ferai moins, peut-être, mais puisque ça commence à faire partie aussi de moi au fur et à mesure des mois, à force, je suis partagé en fait, tu vois, dans ne pas le Ouais. faire dans ma vie privée. Parce qu'en fait, ça vient naturellement. Est-ce que je dois lutter à ne pas le faire? Ouais, je comprends tout à Tu fait. comprends? Je distingue deux choses en fait. Il y a effectivement la posture du coach que tu es et que tu as et que dont tu peux plus entre guillemets te défaire parce que tu es formé et tu coaches régulièrement, donc c'est normal d'avoir cet œil et ce côté attentif en fait à la façon de poser des questions ou la façon de rebondir sur des questions. Et ça, c'est tout à fait normal. Et puis après, il y a la deuxième chose où en fait, tu es tenté de coacher quelqu'un qui ne t'a pas demandé. Et ça, Ok, c'est non. Voilà. complètement. Donc je fais vraiment le distinguo entre ces choses-là. Extra. Merci pour cette précision. Non, non, c'est très juste. C'est très juste. Donc, ouais, merci Mm. pour cette précision. Parfait. Je reviens juste à citer l'ancrage dans tes propos, juste pour préciser si parmi l'auditoire, il y en a qui ne savent pas ce que c'est un ancrage. Est-ce que tu peux leur dire en une phrase ce que c'est pour qu'ils ils soient très au clair sur de quoi tu parles quand tu parles d'ancrage? Oui, bien sûr, un ancrage, en fait, c'est une façon d'ancrer quelque chose, une émotion, en fait, faire appel à un état ressource à l'aide, d'une gestuelle, peu importe, celle qu'on aura définie, celle qui nous plaît. Et donc voilà, on fait appel à une émotion et on l'ancre et on peut faire appel à cette émotion ressource quand on en a besoin, selon des contextes qui nous sont propres, en fait. Et cet écran blanc dont je parlais tout à l'heure, c'est à la fin, en fait, de ce process. En fait, on fait un écran blanc pour être sûr que l'état ressource soit bien ancré et que quand on fait appel à ce petit geste, en fait, associé, ben, l'état ressource revienne bien comme on l'a souhaité. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, l'écran blanc, c'est une sorte de diversion pour permettre au coaché ou à la personne qui est en train de faire cet ancrage de plus penser à cet ancrage. On le fait changer de vision à nouveau, de perspective, de façon à ce que ensuite on revienne et voir si ça fonctionne. Ouais, merci. Exact. Top. Merci beaucoup. Alors peut-être plus dans ta partie euh, entrepreneuse, Mhm. est-ce que tu as identifié quelles sont les stratégies marketing, on va dire, que tu as trouvées les plus efficaces? Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, pour toi, aujourd'hui, quelles sont les stratégies que tu as trouvées le plus efficaces hein, en termes de marketing? Alors moi, dans mon travail actuel, en fait, je fais beaucoup de community management, notamment sur LinkedIn. Donc, quasiment tous les jours, en fait, je poste. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais essayer de poster, mais en mon nom, pour mon entreprise. Et je me Mhm. suis rendu compte que ça drainait un public qui était intéressant, mais ça ne m'apportait pas forcément d'affaires, à part de la visibilité. Ça, c'est intéressant d'avoir de la visibilité. Tu as pas tout de suite une clientèle et c'est pas forcément, voilà, on a tellement de personnes sur LinkedIn qui proposons des textes, choses comme ça. Donc, j'ai un petit peu mis de côté pour l'instant parce que je n'ai pas trouvé ma valeur ajoutée, en fait, dans cette proposition marketing-là. Euh, Après, c'est sûr qu'il y a d'autres réseaux sociaux euh, qui seraient aussi intéressants à utiliser, mais je continue de penser que le bouche à oreille, surtout dans une ville comme dans laquelle je suis, où en fait c'est un petit village, et donc je m'oriente vraiment là-dessus. Donc je fais pas mal de soirées réseautage et pas mal d'événements euh, pour me faire connaître davantage et qu'on sache qu'on peut faire appel à moi quand on est face à des problématiques comme ça. Euh, donc c'est vraiment, en fait, je pense que quand on connaît une personne et quand on a confiance en elle, c'est naturellement vers elle après qu'on va aller. Et effectivement, dans la stratégie marketing, c'est d'abord la confiance et puis après, on peut aller vers autre chose. Mais pour avoir de la confiance sur les réseaux sociaux, ça prend aussi du temps. Et, euh, et, et ça dépend quel est le combat qu'on veut mener en fait. Moi, aujourd'hui, je préfère le face-to-face. Même si je coach principalement en virtuel, j'aime rencontrer les gens avant en fait. Mhm. Ok, En vrai. ok. Mm. D'accord. Parce Donc, qu'il y a, ouais, il donc y a tu aussi l'as. quelque chose qui passe. Ouais. Mhm. Ok. Il y a du présentiel quand même pour les contacts, pas forcément obligatoire, mais en tout cas, tu préfères avoir du présentiel pour le premier contact ou connaître les gens avant de pouvoir les coacher en visio, en fait, c'est ça?
Ouais, pour moi, c'est ça qui fonctionne en fait. Je participe à des événements, je me fais connaître, et puis ensuite, l'étape d'après, c'est je fais le coaching en visio la plupart du temps. Ok, ouais, le côté pratique de la visio, y a pas C'est ça. t'enlèves les déplacements, tout ça. Ok, ok, super, merci beaucoup. Mais voilà, hein, on avait déjà parlé du bouche à oreille, donc je m'imaginais bien enfin, je crois, malgré, enfin, en fait, ça va même plus loin que ça. Je crois que le bouche à oreille qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui fonctionne depuis des siècles, parce que réellement, on peut parler de siècles. En fait, les réseaux sociaux, c'est juste une évolution de ce bouche à oreille et les gens qui savent bien l'utiliser, bah, il y a un bouche à oreille qui se fait sur les réseaux sociaux et qui va développer une Mhm. communauté qui est de qualité, qui est qualifiée, etc. Mais ça part quand même au départ de gens qui vont parler de toi et qui t'apprécient, qui ont confiance, qui ont vécu tes coachings et qui vont partager. Donc ouais, je rejoins à Exactement. 100%, enfin, complètement. Merci. Mais en fait, c'est l'idéal, hein. C'est l'idéal, hein, pour moi, C'est hein. la meilleure Tu fais pas publicité, en de, tu fais fait. pas de publicité sur les réseaux sociaux et voilà, on vient à toi parce qu'on a entendu parler de toi et qu'on a confiance. C'est chouette. Exactement, ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Bah justement, pour créer un peu cette confiance et parler un peu de toi, est-ce que tu serais d'accord de nous parler de ton offre de coaching, de ce que tu fais? Et dans cette question, il y a également, en fait, c'est une question qui est orientée plutôt, euh, comment dire, comment tu as défini ton offre, comment tu l'as définie aujourd'hui, et est-ce que tu as utilisé une méthode pour, par exemple, fixer tes tarifs? Sans forcément parler de tes tarifs, hein. Si tu veux parler de tes tarifs, tu peux, tu es libre de le faire. Mais le Mhm. but, c'est plutôt comment tu as fait pour définir ton offre de coaching, qui est la tienne, quand tu vas dans ces soirées de réseautage, etc., comment tu peux en parler, et puis comment tu as fixé tes tarifs. Une méthode de fixation de tes tarifs. Alors, encore une fois, bonne question, Vincent, j'aime bien. T'as aussi une pelle. Merci. T'as aussi une propre pelle. Écoute, en fait, j'utilise pour mes offres, en fait, naturellement, ce que j'ai. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais à l'instinct. Et que moi, j'ai Mhm, été me former parce que j'ai été curieuse d'en apprendre davantage, mais de manière personnelle. Et ça m'a amené vers des projets professionnels. mhm, Donc, moi, je me suis formée à la communication. J'ai fait un diplôme en communication parce que pour moi, c'était le nerf, en fait, dans toutes les relations, en fait, interpersonnelles que tu peux avoir dans tes relations de travail, en fait. Ça vient toujours de la communication, en fait. Donc, j'avais envie de me former en communication. Donc, je me suis dit, tiens, ça, c'est une offre que je peux proposer, en fait, euh, à quiconque, mais notamment aussi aux coachs. C'est en fait comment améliorer ta communication, que ce soit ta communication non verbale, que ce soit ta manière, ta posture, en fait, de communiquer, mais aussi ton offre, en fait, que ton offre elle soit en adéquation avec le message que tu veux véhiculer et en adéquation avec qui tu es vraiment. Donc, j'ai travaillé aussi dans un cabinet de relooking et conseil en images. Donc, je suis assez au fait, en fait, puis voilà, j'ai fait du théâtre pendant longtemps. Donc, tu vois, tout ce qui est aussi parler en public, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une offre vraiment spéciale dans la communication. Après, j'ai mis dans mon offre, en fait, j'ai plusieurs niveaux. À chaque fois, j'ai 3 offres différentes avec une offre de base, une offre un peu plus, et puis une offre vraiment accompagnée vers un objectif un peu plus pointu. Donc ça, c'est ma première offre en communication. J'ai une deuxième offre en fait qui est liée en fait à mon côté CHO dont je te parlais tout à l'heure en fait mhm. et, euh, et l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle justement pour éviter de sombrer dans le burn-out et de gommer les limites entre vie pro et perso. C'est vraiment trouver son équilibre en fait pour pouvoir être un entrepreneur ou un indépendant vraiment épanoui. Donc ça, c'est une deuxième offre. Et une troisième offre dont j'ai parlé tout au début, en fait, c'est trouver sa couleur de coaching. Notamment, celle-ci, elle est vraiment spéciale pour les coachs. Et en fait, ça passe par les étapes où moi, je suis passée. Donc, je me suis fait comme un petit process, en fait. Quelles sont les questions que je me suis posées, par où je suis passée. Puis, j'essaie voilà, de rédiger, en fait, petite trame, une petite ligne directrice, en fait, pour suivre ça. Et dans chacune de ces offres-là, en fait, j'ai 3 offres à chaque fois que je décline en basique, médium, puis un petit peu plus pointu. Et dernier onglet, en fait, que je mentionne quand même, en fait, à force de travailler sur LinkedIn, bah voilà, je peux proposer en fait un accompagnement premier pas sur LinkedIn parce que je pense que c'est important en fait de savoir bien faire son profil, qu'il soit en adéquation, qu'il soit bien fait en fait, et puis comment faire ses premiers posts. Et puis j'ai aussi une offre sur Canva parce que je suis très à l'aise sur Canva aussi, donc je peux accompagner aussi les coachs notamment parce que là on parle à une communauté de coachs sur Canva et puis comment en fait communiquer efficacement
que ce soit dans des messages sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans des messages plutôt commerciaux, avec des visuels. Ok, super. Une belle palette, des offres diversifiées. Et tu disais, pour chacune d'elles, 3 niveaux d'offres, avec une Ouais. offre basique, une offre normale, disons, puis une offre peut-être un peu plus premium. Je ne sais pas comment tu les appelles, mais je nommerais comme Un ça. peu plus poussé, en fait, Un peu en plus, ouais. fonction des objectifs. Ouais, voilà. D'accord. Et voilà, c'est comme ça se termine le 3e épisode de cette interview de Corinne Biro. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Eh bien, je ne sais pas ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ces expériences, ces méthodes dans le monde du coaching et de la communication, ça donne des perspectives, je trouve, qui sont assez précieuses, qui sont un peu nouvelles. Je trouve que le chemin qu'elle a parcouru, la manière qu'elle a eu de définir son offre de coaching, et puis la façon également de fixer des tarifs, bien sûr aussi toute son approche personnalisée pour chacun de ses clients. Tout ça, je trouve, ça permet de comprendre que le coaching, ça va bien au-delà d'une simple pratique professionnelle, disons, mais que c'est plutôt un véritable voyage, un voyage qui te permet une découverte personnelle et qui te permet d'évoluer toi aussi en tant que coach. Alors, dans notre prochain épisode, eh bien, on va conclure cette série passionnante avec Corinne. On abordera des sujets encore plus profonds, notamment comment elle gère son temps et son énergie pour réussir à rester une coach efficace avec chacun de ses coachés. Elle va nous parler aussi bien, de l'importance de se former continuellement, une thématique qu'on aborde souvent dans cette émission. Et on découvrira aussi bien, des conseils très précieux pour tous ceux qui envisagent de se lancer dans le coaching. Donc reste à l'écoute pour ce dernier épisode de la série avec Corinne. Je suis sûr qu'il sera tout aussi inspirant et éclairant même que les précédents. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde du coaching sur On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.